Bonjour à tous, bienvenue sur A News Sécurité pour une nouvelle émission Top Sécu, l'émission dédiée aux dirigeants des entreprises de sécurité dans le sens global du terme, qui vont parler de leur entreprise, des innovations, des défis à la fois humains, technologiques, organisationnels de ce secteur. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux invités qui, chacun à leur manière, contribuent à réinventer la manière dont on peut protéger à la fois les organisations et les individus. Lucas Maisoni, bonjour. Bonjour. Alors Lucas, vous êtes cofondateur et directeur de SigGuard. SigGuard, une plateforme innovante de mise en relation entre les agents de sécurité et les entreprises. Vous avez même coutume de dire que vous êtes le France Travail de la sécurité privée. Et d'ailleurs, on verra plus tard que vous travaillez justement avec France Travail. Exactement. Jérôme Bouvet, bonjour. Bonjour. Alors Jérôme, vous êtes directeur général France de Checkpoint Software. Alors je pense que beaucoup de personnes connaissent Checkpoint, acteur mondial de la cybersécurité et de la protection des infrastructures numériques. Absolument. Voilà, alors je vais commencer par vous, Lucas. Lucas, une jeune entreprise, SigGuard, qui a été créée en 2024, donc récente, il y a maintenant un an. Par contre, vous êtes dans le domaine de la sécurité et sécurité humaine, sécurité privée, sécurité humaine, depuis une dizaine d'années, puisque vous avez commencé comme agent de sécurité. Et puis à un moment donné, voilà, vous vous êtes dit, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai vu des choses qui fonctionnaient, des choses qui fonctionnaient moins bien, et voilà, je me lance. Racontez-nous. Oui, donc moi j'ai commencé dans le domaine de la sécurité privée il y a un peu plus de 10 ans. J'ai été à la fois agent et chargé de recrutement pour des entreprises de sécurité privée. J'ai essayé plusieurs branches de ce secteur jusqu'à la protection rapprochée, et j'ai pu rencontrer quelques défis dans ce secteur. Et l'idée a été, donc avec mon associé Nicolas, d'essayer d'apporter des solutions à ces défis de façon à fluidifier et simplifier notamment le recrutement dans ce secteur pour les entreprises comme pour les agents. Alors pourquoi justement ce besoin de simplifier et de mettre en place un système pour le recrutement? Parce que c'était difficile, parce que qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui coinçait? Qu'est-ce que vous pouviez apporter de plus? Alors, ayant pu voir le côté agent comme le côté recruteur, je me suis rendu compte que du travail dans le secteur de la sécurité, il y en avait un. La difficulté était de trouver les bons agents pour mettre sur les bons postes. Et côté agent, la difficulté a été de pouvoir trouver les bons interlocuteurs pour pouvoir travailler et du moins répondre à des missions. Aujourd'hui, jusqu'à l'arrivée de SigGuard, il y avait une multitude de moyens de trouver du travail qui était plus ou moins formel, et c'est toujours pareil, c'est que c'est un secteur qui travaille beaucoup dans le réseau. Si on ne fait pas partie du bon réseau, malheureusement, pour trouver du travail, ça devient compliqué. Ça devient difficile. Donc à la fois, des sociétés parfois ont des difficultés de trouver les bons agents, et puis des agents étaient là, attendaient des missions et ne les trouvaient pas, alors qu'ils pouvaient prétendre à en avoir. Alors c'est là que vous est venue l'idée de créer une plateforme, à la fois, vous dites, intuitive et puis puissante. Expliquez-nous. Oui, alors on a vraiment voulu centraliser cette offre et demande dans le recrutement. Ça a été pour nous important que ça soit le plus fluide et le plus simple d'utilisation possible. On est dans un secteur qui aujourd'hui est assez peu digitalisé côté agent comme côté entreprise dans le recrutement. Il était important pour nous que ça soit une plateforme accessible à tout le monde. On a des personnes qui aujourd'hui dans la sécurité ont quand même quelques difficultés, ne serait-ce que pour arriver à éditer un CV correctement. Donc l'idée a été pour nous d'aider dans toute la démarche du recrutement, les agents comme les entreprises. Voilà, merci beaucoup Lucas, et puis on va en venir après des partenariats, de ce qui a été mis en place justement pour construire ceci, le consolider. Jérôme, je me tourne vers vous. Alors je disais, toute jeune entreprise, un an. Checkpoint a quelques années derrière elle, puisque ça fait 30 ans que Checkpoint existe. Pouvez-vous un petit peu nous expliquer la genèse? Comment ça a démarré? Oui, absolument. Une société qui a été fondée en 1993. Alors, je trouve juste une petite digression très intéressante de pouvoir faire rencontrer les deux mondes, à la fois Checkpoint, où moi je m'occupe plutôt de la sécurité et du numérique, et Lucas qui va s'occuper de la sécurité des biens et des personnes, donc deux mondes pour un même thème. Je trouve ça assez passionnant. Donc oui, on a une société qui a un peu plus de 30 ans, qui a été fondée par Gil Schwed et qui a mis au point ce qu'on va appeler le firewall, notamment donc, la protection. On était au tout début, il y a 30 ans. Exactement, on était au tout début. Et donc,
moi, ce que je trouve assez passionnant, c'est qu'on a vu toute cette évolution dans le monde de la cyber, qui aujourd'hui est devenue un peu plus, on va dire, mainstream, dans le sens où ça touche l'ensemble des individus, des entreprises, des collaborateurs. Et donc, effectivement, il y a un sujet où la cybersécurité sort d'un domaine extrêmement technique, où aujourd'hui, il intéresse énormément les COMEX, des grandes entreprises, parce qu'il y a des enjeux et des impacts sur les organisations, sur l'image. Et on le voit de plus en plus. Exactement. Et donc, et on le vit, nous, tous en tant que citoyens, où on reçoit des spams, où on reçoit des attaques, où on reçoit effectivement des appels un peu particuliers. Donc voilà, donc on a construit cette grande histoire chez Checkpoint. On travaille avec plus de 100 000 organisations dans le monde, dans plus de 60 pays. Et donc, on est au cœur des enjeux de la cybersécurité aujourd'hui, et notamment faire face, en particulier, on va l'aborder, l'utilisation de l'IA, qui est vraiment un grand sujet, à la fois côté entreprise permettant l'utilisation de l'IA et de se protéger, mais aussi côté attaquant. Et on le verra, côté attaquant, ça ajoute une composante très particulière, c'est que la qualité des attaques, le volume des attaques, où le coût de fabrication d'une attaque baisse énormément grâce au soutien, au support de l'IA. Donc effectivement, les organisations et les entreprises publiques et privées doivent s'organiser en conséquence. Alors vous avez raison de le signifier, Jérôme, parce qu'on le voit bien, alors de plus en plus d'attaques, et puis en même temps, on le voit, comme vous le dites bien, l'IA qui fait qu'on n'était pas préparé à ça, on commence juste à s'acculturer à l'IA, et en même temps, il y en a qui ont un coup d'avance, et malheureusement, ceux qui ont un coup d'avance, ce ne sont pas forcément des bienfaiteurs, bien au contraire, et on a aujourd'hui des services étatiques qui travaillent sur ces sujets, effectivement, puisqu'on voit que la cyber, et on a des cybercriminels de plus en plus conséquents dans ce domaine. Justement, vous le disiez, aujourd'hui, vous travaillez sur l'offre IA, et vous avez notamment fait l'acquisition d'une société pour apporter des solutions sur cette sécurisation. Oui, l'IA qui arrive en entreprise, alors on l'utilise au quotidien avec des outils comme Gemini, ChatGPT ou Mistral, pour parler sociétés françaises. Donc on voit bien l'utilisation de l'IA. Mais l'IA arrive en entreprise aussi sous une autre forme, ce qu'on va appeler les agents IA. Donc ça veut dire des IA qui vont être dotés de moyens d'action en entreprise et d'autonomie permettant de prendre de bout en bout des processus métiers des entreprises. Par exemple, un processus RH, où lorsqu'on va avoir un nouveau collaborateur, un agent IA va s'occuper de son intégration, de l'ouverture au système, de s'occuper de sa fiche de paye. Et donc on comprend bien que ces agents IA, s'ils sont en tout cas pervertis ou attaqués, ils vont donner des moyens d'accès à l'entreprise sans précédent. Donc on a une nouvelle surface d'attaque qui devient assez préoccupante parce que ces agents IA, il va falloir être en capacité de contrôler les actions, les auditer et s'assurer qu'effectivement ils ne seraient pas contrôlés par des agents ou des actes malveillants externes qui donneraient un accès à l'entreprise à la fois à ces données, par exemple, sans précédent. Donc, c'est un vrai sujet. Comment est-ce qu'on peut s'assurer, justement, de la fiabilité de l'IA dans une entreprise ? Alors, vaste question. Oui, c'est une grande question. C'est un sujet, d'ailleurs, qui est traité dans certaines juridictions aujourd'hui. Il y a des décisions, ou en tout cas des réflexions en cours sur ces fameux agents IA. On l'a vu aux États-Unis. Où est portée la responsabilité ? Est-ce que la responsabilité est portée par le fournisseur de l'IA, par l'utilisateur, ou la façon dont elle a été intégrée ? Ce qui va être important, en tout cas, c'est de se donner des moyens ou des outils. Et d'ailleurs, la cybersécurité, on y reviendra, n'est pas que de l'outil, c'est aussi du moyen, c'est une culture, c'est l'organisation, c'est de l'humain. Mais si on reste dans le domaine de l'outil, c'est vrai qu'il va falloir que les entreprises se dotent d'outils permettant de contrôler, d'auditer, de tracer les actions que réalisent les IA. Et donc leur donner quelque part
aussi une identité numérique, au même titre que lorsque vous êtes en entreprise, vous avez une identité qui vous donne accès à des systèmes ou une partie du système d'information qui vous octroie des accès. Et donc, il va falloir intégrer ces agents IA comme des nouveaux collaborateurs. Et donc, en tant que collaborateurs, ce vont être des collaborateurs digitaux, mais sur lesquels il va falloir se préoccuper de leurs moyens d'action et de leurs identités également. Donc là, vous acculturez les entreprises en ce sens de pouvoir avoir les bons agents IA. Donc vous êtes à la fois sur la couverture des menaces, on va dire traditionnelles, hein, du hacking, comme vous l'avez exposé, tout ce qui est réseau, cloud, mais également cette nouvelle ère IA où vous faites en sorte de pouvoir acculturer encore une fois et permettre l'utilisation des bons agents IA sur cette sécurité IA native. Oui, et absolument. Et je peux donner d'ailleurs quelques exemples un peu concrets sur ce qui est en train de se passer. Donc, on a acquis cette société qui s'appelle Lakera, oui, et qui va répondre à des exemples que je peux vous citer. Il y a une attaque qui a été documentée, qui a été réglée, qui s'appelle Shadowleak, où typiquement, en fait, des utilisateurs peuvent, au travers de ChatGPT, utiliser un module qui s'appelle Deep Research, et dans lequel vous pouvez venir connecter votre boîte email. Et il se trouve que cet agent-là va venir scanner votre email, vos emails, et venir prendre un certain nombre d'actions dessus. Y répondre, traiter les emails, pouvoir les classer. Et donc du coup, ChatGPT, en voyant et en analysant tous ces emails-là, va pouvoir interpréter un des emails comme étant une action. Donc, il va comprendre ça comme étant une action, une commande, ce qu'on appelle un prompt, en lisant un email malveillant. Et donc, sans que l'utilisateur ait réalisé quoi que ce soit, ChatGPT va prendre des actions sur la base d'instructions insérées dans cet email-là et va venir sortir des données. Donc, on peut se rendre compte que son type d'attaque qu'on appelle zéro clic, c'est-à-dire que l'utilisateur n'a rien réalisé en particulier, si ce n'est connecter cet agent à sa boîte email. Et donc, dedans, on trouve des emails qui donnent des instructions. Et ces instructions vont en fait inciter l'intelligence artificielle à venir extraire des données de l'entreprise ou des données qui se trouvent dans votre boîte email. Donc, ça peut être des rapports confidentiels, ça peut être des contacts, ça peut être énormément d'informations liées à l'entreprise. Donc, encore une fois, c'est ce sujet-là, l'exfiltration des données ou le comportement d'une IA, au travers des solutions comme Lakera qu'on a achetées, qui vont nous permettre en fait de venir s'assurer de leurs moyens d'action, de ce qu'elles font et les données qu'elles peuvent venir exfiltrer. Les personnes au sein des entreprises, alors des grands groupes, oui, s'en sont conscients aujourd'hui. Est-ce que vous voyez une différence entre justement les grands groupes et les plus petites entreprises, moins acculturées peut-être ou pas forcément? Non, pas forcément, parce que comme on le disait en introduction, lorsqu'on regarde ou qu'on lit la presse ou qu'on regarde des médias, au quotidien on a des sujets. Donc en fait, la cybersécurité sort d'un domaine purement technologique à un domaine qui devient métier. C'est-à-dire que n'importe quel dirigeant d'entreprise aujourd'hui va se poser des questions sur l'impact que ça pourrait avoir d'un point de vue réputationnel, d'un point de vue financier. On ne perd pas de vue notamment que dans le cas d'une attaque par ransomware, donc une société, un attaquant qui aurait voulu chiffrer et crypter vos données contre une rançon permettant de déchiffrer les données, que vous puissiez réavoir accès à ça. En France, à peu près, le montant moyen, c'est 200 000 euros de l'attaque par un malware si on veut aller répondre à la rançon. Donc, il y a un sujet financier, il y a un sujet aussi réputationnel, s'il y a des données qui sont volées. Donc, il y a une acculturation et je pense que c'est très, très important, cette culture cyber qui devient un enjeu aussi des entreprises. On ne perd pas de vue, alors que ça a l'air d'être un sujet très complexe, que 90% des attaques commencent par un email. C'est ça. Donc ça veut dire qu'il va falloir que les collaborateurs ou n'importe qui utilise un email comprennent les dangers potentiels auxquels ils s'exposent, comment venir les reconnaître, comment identifier un email malveillant, sachant qu'encore une fois,
avec l'IA, on commence à avoir des emails qui sont extrêmement bien faits, sur lesquels on n'a plus de fautes d'orthographe, sur lesquels le destinataire semble un destinateur connu. Mais néanmoins, cette culture au sein des entreprises, on le voit, à la fois privée, publique, grande ou petite entreprise, devient absolument essentielle. Et d'ailleurs, les responsables informatiques et les responsables sécurité, les RSSI, ont un rôle absolument clé à jouer là-dedans. Tout à fait. Merci beaucoup, Jérôme. Lucas, ça vous parle, la partie cyber ? En tant qu'agent, je sais qu'il y a justement des agents qui sont dans la cybersécurité. J'ai pu en croiser, moi, dans le cadre de mes fonctions en tant qu'agent. C'est quand même un métier qui m'a toujours relativement intrigué, pour lequel je dois avouer je ne connais pas grand-chose. Mais ça reste essentiel et c'est eux généralement qui étaient les premiers à nous prévenir quand on devait faire des interventions ou autres. Donc je sais que c'est un métier clé dans ce secteur. Donc finalement, il peut y avoir effectivement une synergie à un moment donné entre le monde numérique et le monde humain que vous représentez dans la sécurité humaine. Alors Lucas, vous avez, pour pouvoir construire, développer cette plateforme, aussitôt vous avez mis en place des partenariats forts, oui, importants. J'en cite deux. Vous l'avez d'abord fait avec l'ADES, une association, et puis on va parler aussi de France Travail, qui paraissait essentiel. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu rapidement de l'ADES ? Bien sûr, l'ADES, c'était un organisme déjà que je connaissais en tant qu'agent. Le président Christopher Josch, j'avais pu un peu communiquer avec lui sur différents sujets d'actualité, notamment liés au secteur. Donc quand on a lancé notre entreprise, Seaguard, ça a été tout naturel qu'on s'est rapproché de lui également pour un peu débattre et partager ce que nous, on souhaitait faire. Essayer d'apporter de nouvelles idées, de nouvelles perceptions de notre outil. Et donc ça a été le premier partenariat qu'on a pu sceller. Et puis ensuite, tout naturellement, on s'est penché vers France Travail, puisqu'on a quand même pour objectif de lutter contre la précarité des agents dans ce secteur, parce que c'est quand même 70% de CDD, il y a un gros turnover. Oui. Donc tout naturellement, on s'est rapproché de France Travail. Ça nous a permis également de pouvoir faire certifier au niveau un peu de cybersécurité sur Seaguard, qu'on était bien dans les clous et qu'on respectait bien tout ce qu'il fallait respecter, qu'on était carré. Et donc petit à petit, on essaye de sceller justement des partenariats qui nous font avancer. Et c'est un milieu qui est très frileux sur les nouveautés, notamment par rapport à la confidentialité. Et donc c'est tout naturellement qu'on essaye de sceller des partenariats pour avancer. Et encore une fois, vous avez bien raison, on l'a vu, France Travail au niveau des Jeux Olympiques et Paralympiques a fait un gros travail, c'est le cas de le dire, sur ce sujet, et effectivement un partenariat qui paraît essentiel. Vous avez coutume de dire que Seaguard est une révolution, quelque part, une révolution effectivement, je peux l'affirmer, dans le contexte actuel, alors surtout qu'il y a une vraie précarité des agents, vous l'avez un petit peu exprimé tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est bien accueilli par la profession ? Quel est le retour ? Alors aujourd'hui, la plateforme a été mise en ligne à partir de février. On rassemble à peu près 1% du secteur côté agent. On a un peu plus d'une quarantaine d'entreprises utilisatrices. Donc je pense qu'on répond vraiment à une demande et à un besoin qui est fort dans ce secteur-là. Il ne faut pas oublier qu'un agent, lorsqu'il est entre deux missions, se retrouve généralement demandeur d'emploi. Il est important de limiter cette période-là. Donc on travaille activement pour ça. Et comme je le disais, au niveau du recrutement, il faut savoir qu'il y a des entreprises qui n'arrivent pas à répondre à une demande de clients parce qu'ils n'arrivent pas à recruter les bons personnels dans les temps. Et c'est là aussi où nous, on vient intervenir en disant on a la possibilité de vous mettre en contact avec 2500 agents au niveau national. N'hésitez pas à venir pour justement essayer de trouver rapidement un agent qui lui aussi est dans la demande d'un emploi. Lucas, quelle est votre prospective ? Quels sont vos souhaits pour demain ? Pour demain, on aimerait pouvoir rassembler le plus possible d'agents et d'entreprises sur notre plateforme. L'idée, c'est vraiment de centraliser le secteur. On a des objectifs de fin d'année qui seraient d'essayer d'apporter à peu près 3% du secteur sur notre plateforme. Et à fin 2026, on essaierait d'apporter 10% du secteur. Part du principe que si on arrive à tout centraliser, ça sera quand même plus simple pour tous les acteurs du milieu. Merci beaucoup. Une toute dernière question, Lucas. Le modèle économique, on n'en a pas parlé. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot sur ce modèle économique que vous avez construit ?
On a construit un modèle économique qui a pour objectif de répondre à la demande de toutes les entreprises, qu'elles soient petites structures ou grosses structures. On sait que les besoins sont différents en fonction de la taille de l'entreprise et c'est un secteur qui subit aussi une saisonnalité en fonction des besoins. Donc pour nous, on a mis en place différents forfaits pour les entreprises. En fonction de leur taille, en fonction des demandes, si c'est par saisonnalité ou si c'est sur une année totale. C'est ça. C'est ça. L'idée, c'est vraiment de pouvoir répondre à la demande et aux besoins de toutes les entreprises. Et on travaille autour de cette idée. Merci beaucoup, Lucas. Jérôme, alors, même question, le futur, les souhaits, les enjeux pour demain. Les enjeux de Checkpoint, c'est aujourd'hui de vouloir sécuriser le monde de l'IA. Alors, pas tellement forcément en termes d'outils, mais en termes d'environnement à risque, comme on l'a dit. À la fois sur l'IA, sur les agents IA, sur les modèles, sur les données afférentes. Le sujet, c'est que on va avoir affaire à face à des nouveaux types de collaborateurs, qui sont ces collaborateurs digitaux, dotés d'un certain nombre de moyens, d'autonomie. Et donc le sujet, il est réellement ici, de pouvoir accompagner nos clients, les organisations publiques et privées, à intégrer ces nouveaux modèles et cette nouvelle façon de fonctionner. Donc le sujet, il est ici, à la fois grandes et petites entreprises, et donc qui est marqué par toute une série d'achats qu'on a fait. C'est ça, des acquisitions. Vous allez continuer des acquisitions. On va continuer les acquisitions. On a besoin de renforcer notre portfolio pour répondre à ces grands enjeux. On l'a dit, dans le domaine de l'IA. Il y a un autre grand sujet aussi qui est très important, qui est l'automatisation. Parce que on évoquait tout à l'heure le volume des attaques, la célérité des attaques. Il y a ce qu'on appelle dans des organisations qui gèrent la sécurité, donc dans les SOC de nos clients, il y a ce qu'on appelle une certaine fatigue ou une capacité à pouvoir correctement lire les signaux aussi, vu ce volume-là. Donc il va falloir pour les clients de prendre des actions d'automatisation. Et donc, on a un grand thème pour les accompagner sur cette dynamique-là, afin qu'ils soient plus efficaces, plus efficients, c'est très important, et de pouvoir répondre à cette menace qui est extrêmement grandissante. Merci beaucoup, Jérôme. Merci, Lucas. Merci d'être venus tous les deux sur le plateau d'A-News Sécurité. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle émission Top Sécu. Avec plaisir.